Merci donc à la Société Dufour de m'accueillir. C'est évidemment un grand honneur pour moi de pouvoir parler ici. Donc, je ne fais pas vraiment beaucoup de choses par rapport à vous sur Dufour lui-même, mais je sais qu'il a été un grand ingénieur, un grand militaire et un grand homme politique pour la Suisse. Et puis je sais aussi qu'il est polytechnicien. Donc c'est surtout parce qu'il est polytechnicien que je vais pouvoir vous parler donc maintenant. J'ai donné comme titre à ma présentation la poule aux œufs d'or. C'est bien sur l'école polytechnique au temps de la scolarité du Dufour. Pourquoi la poule aux œufs d'or? Peut-être certains le savent. En tout cas, la poule aux œufs d'or, c'est le nom qu'a donné ou qu'aurait donné Napoléon à son école polytechnique. Dans les dernières années 1814, au moment où ça commence à tourner très mal, pour lui, eh bien, il se tourne vers l'école polytechnique, il se tourne vers les polytechniciens, qui est donc cette école qui lui fournit tous ses officiers, tous ses spécialistes, ses artilleurs, ses officiers du génie, et il a cette expression, c'est ma poule aux œufs d'or. Donc c'est sur cette poule aux œufs d'or que je vais parler aujourd'hui, de l'école polytechnique, quand donc Dufour entre à l'école polytechnique, c'est un moment, donc l'école existe déjà, on va y revenir, depuis déjà un certain nombre d'années, puisqu'elle a été fondée pendant la Révolution, mais c'est vrai qu'il arrive à un moment qui est un peu tournant de l'école, et assez particulier. Donc à un moment où l'école devient militaire, et où sa vocation principale est justement de fournir tous ces officiers dont a besoin la Grande Armée, qui est dévoreuse d'hommes, qui est dévoreuse en particulier de tous ces spécialistes. Beaucoup disparaîtront, il faut bien le dire, bien le savoir, sur les champs de bataille, disons jusqu'à Waterloo. Alors, je commencerai avec Dufour. On va suivre Dufour. Donc on va suivre ces 2 ans passés par Dufour à Paris, dans cette école. Et donc je commencerai par ce document qui est aujourd'hui encore conservé à l'école polytechnique, à la bibliothèque de l'école polytechnique, qui est le matricule de Dufour, de Guillaume-Henri Dufour. Donc se trouve toute une série d'informations, comme vous pouvez le voir, sa date de naissance, le nom de son père, enfin, en tout cas sa profession, son domicile, et pour nous, ce qui nous intéresse, alors son signalement, cheveux et sourcils châtains, front moyen, nez gros gras, yeux bleus, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, taille d'1,66 m, qui n'est pas très long. Si vous regardez à gauche, vous voyez examen de Genève et en dessous, numéro d'admission 140. Donc ce n'est pas un très bon numéro d'admission, puisqu'il y avait 144 admis. Justement, je voudrais dire quelques mots on a ce texte tout à fait remarquable, de ce témoignage de Dufour lui-même sur les conditions dans lesquelles il a préparé l'école polytechnique. Aujourd'hui encore, l'école polytechnique est une des écoles les plus prestigieuses en France, vous le savez, et c'est très difficile d'y entrer. Et pour pouvoir y entrer, on y entre surtout par concours, et donc un concours qui porte sur les sciences et essentiellement sur les mathématiques, il faut s'y préparer. Et il existe en France, encore aujourd'hui, des classes spécialisées dans la préparation, l'admission dans les grandes écoles en général, mais la première, celle qui existait déjà au début du XIXe siècle, pour l'école polytechnique. Donc c'est ce qu'on appelle les classes de mathématiques spéciales en France. Ces classes préparatoires, ces classes de mathématiques spéciales, elles sont apparues
dès la création des lycées en France. Je rappelle que les lycées ont été créés par Bonaparte au moment du consulat en 1802. Et une des raisons de la création de ces lycées, c'est justement pour former donc, les fonctionnaires de l'État, et en particulier pour former tous ces experts, tous ces ingénieurs qui devaient entrer dans les services publics. Donc, dès la création des lycées, ont été créées des classes de mathématiques spéciales. Et les élèves, les candidats qui sont admis à l'école polytechnique dans ces années du début du XIXe siècle, pour la plupart, sont passés par ces classes de mathématiques spéciales, sont passés par ces lycées. La plupart d'ailleurs, la majorité, ont été formés à Paris. Et ils sont donc très bien formés. Il y a déjà l'esprit du concours, il y a des programmes, et donc il y a tout ça. Donc il n'était pas si facile pour un jeune homme d'une ville qui venait juste d'entrer dans la République, comme vous le savez, ça a été rappelé tout à l'heure, 1798, de concourir avec tous ces jeunes camarades formés à travers la France, qui étaient bien formés, qui étaient bien préparés. Donc c'est un grand mérite, je crois, et la suite de sa carrière montrera des capacités tout à fait exceptionnelles de Dufour. C'est un très grand mérite pour lui d'avoir réussi ce concours. Je crois d'ailleurs qu'il a été surpris, il ne pensait pas être admis du premier coup, parce qu'il a été admis du premier coup. Et certes, son classement est tout à fait médiocre, hein, parce qu'il était dans la queue, mais enfin, il sortira dans les meilleurs. Il va donc très très vite progresser. Alors, comment, peut-être avant d'aller avec lui à Paris, rappelons aussi comment on entrait à l'école polytechnique. On entrait donc en s'y préparant, mais on y entrait par un concours. Donc une des grandes innovations quand l'école polytechnique a été fondée, je vais y revenir tout à l'heure, en 1794, ça a été de mettre en place un système de recrutement qui se voulait le plus égal, le plus démocratique, je dirais, possible. Et donc, par conséquent, un système dans lequel les candidats n'avaient pas à se déplacer pour aller jusque chez l'examinateur, mais où les examinateurs eux-mêmes allaient de ville en ville pour examiner les candidats. Et donc, depuis 1798, Genève faisait partie du circuit des examinateurs d'admission. Et donc, en 1807, eh bien, un des examinateurs, Charles Dinet, il y en avait 3 à l'époque, est passé dans sa tournée, on appelait ça une tournée, est passé dans sa tournée à Genève. Il a interrogé donc Dufour et quelques autres. Dufour a été admis, je crois que, mais ça je n'ai pas vérifié, que peut-être je me trompe, que cette année-là, Dufour est le seul Genevois à avoir été admis à l'école, mais il y en aura d'autres qui seront admis à l'école polytechnique jusqu'en 1815, et même au-delà, puisqu'il y a eu un accord entre Genève et la Suisse et la France pour permettre aux citoyens suisses de pouvoir passer à l'école polytechnique pendant toute la première moitié du XIXe siècle. Alors, il arrive donc Dufour à Paris. Comme ça a été mentionné d'ailleurs par Dufour lui-même, il arrive avec un certain retard. Il va avoir du mal aussi à cause de ça, parce qu'il va falloir qu'il rapproche des cours qui ont déjà commencé, puisqu'il arrive au mois de décembre. J'ignore d'ailleurs pour quelle raison il y a eu ce retard. Toujours est-il qu'il monte à Paris, il arrive à Paris. Comme vous le savez, il existe une communauté de Genevois nombreuse à Paris, donc il y a des réseaux, donc j'imagine qu'il a été bien accueilli, il n'est pas arrivé comme ça complètement isolé, mais il va donc arriver à l'école. Donc cette école polytechnique, ça a été évoqué dans le texte. Il faut avoir son construit, je vais y revenir tout à l'heure sur ce point, mais je voudrais d'abord la situer dans Paris. Donc ici, vous avez une carte de Paris, du centre de Paris, au début du XIXe siècle, et j'ai replacé l'école polytechnique, que vous avez ici encadrée en rouge,
dans le Paris de l'époque. À cette époque, l'école polytechnique, qui aujourd'hui se trouve dans la banlieue parisienne, au sud de Paris, se trouve dans la partie de Paris où ce sont les écoles, où sont les universités, où sont les institutions d'enseignement, c'est-à-dire le quartier latin. Donc c'est sur la montagne Sainte-Geneviève que se trouve Paris, que se trouve l'école polytechnique, je m'excuse. Alors, c'est intéressant le fait que cette école soit dans le quartier latin. Il faut savoir que lorsque l'école a été créée en 1794, elle n'a pas été placée là, en fait. Elle a été placée là où aujourd'hui se trouve l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, c'est là qu'elle a été installée, jusqu'en 1804, où là, elle a déménagé, et il y a eu de grandes discussions pour savoir où elle irait en 1804, et finalement, il a été décidé de la mettre dans le quartier latin. On l'a mis dans le quartier latin parce que c'est le quartier des études, parce que c'était beaucoup plus facile pour les professeurs, qui étaient des grands savants, d'aller dans ce quartier que d'aller peut-être, comme ça avait été envisagé très sérieusement, à Vincennes ou à Saint-Germain-en-Laye, un peu à l'écart. Pourquoi un peu à l'écart? Parce que 1804 est une date fondamentale pour l'école polytechnique, parce que c'est le moment où l'école polytechnique devient militaire. Elle devient militaire, alors qu'elle était jusqu'à présent une école civile, et étant militaire, les élèves sont des militaires et ils sont casernés. Donc ils sont casernés et ils sont donc logés au sein de l'école et ils sont enfermés, ils ont un régime militaire à l'école. Et par conséquent, lorsque, là il y a un peu un paradoxe si vous voulez, qui va apparaître avec évidence, je dirais jusqu'en 1968, où l'école est encore au quartier latin, elle partira à Palaiseau en 1975, je crois, ou 1976. L'école se trouve au cœur du quartier latin, au milieu des étudiants, et en même temps elle est fermée. Les élèves y sont enfermés, c'est un paradoxe. Voilà cette école. Alors cette école, on va faire un zoom. Voilà un plan de l'école au début du XIXe siècle. L'école occupe des bâtiments qui existaient déjà. On ne construisait pas à l'époque, ou rarement, de nouveaux bâtiments lorsqu'il s'agissait de créer des institutions nouvelles. On utilisait des bâtiments anciens. Il y en avait beaucoup de libres à l'époque parce qu'il y avait eu la Révolution, donc des couvents, toute une série d'établissements qui étaient, comment dire, inutilisés, inoccupés. Et en particulier des collèges dans ces régimes. Donc l'école polytechnique occupe l'emplacement de deux collèges d'ancien régime qui faisaient partie de l'université de Paris, le collège de Navarre, qui était le plus gros collège d'ailleurs de l'université de Paris avant la Révolution, et le collège Boncourt. Donc en fait il y en a deux, on voit très bien, ils sont séparés par une petite rue. Et donc c'est là que Dufour va passer 2 ans, de l'automne 1807 à l'automne 1809. Donc dans ce lieu, qui se trouve donc sur le flanc est de la montagne Sainte-Geneviève, que l'on peut voir encore, aujourd'hui les bâtiments existent encore, bien qu'il y ait eu pas mal de reconstructions, mais le lieu est toujours là, et aujourd'hui c'est le ministère de la Recherche qui occupe ces anciens bâtiments de l'école polytechnique. Ici, on voit l'enceinte, ça c'est le collège de Navarre. Ici se trouve le principal bâtiment, et ce principal bâtiment, c'est là que sont logés, casernés les élèves. Donc ils sont casernés là. Là se trouve la chapelle, l'ancienne chapelle du collège. Et vous voyez qu'il a été aménagé avec un amphithéâtre, des salles de physique, et ici se trouve l'ancienne bibliothèque du collège, et là aussi ça a été aménagé pour des cours, pour la bibliothèque. Et puis là vous avez une série de bâtiments qui sont des bâtiments d'intendance, et là se trouve le deuxième collège, le collège de Boncourt, qui était en fait occupé essentiellement par l'administration de l'école. Donc voilà l'enceinte dans laquelle Dufour a vécu pendant ces 2 années. Voilà.
voilà la chapelle. Alors cette chapelle, malheureusement, a été détruite au milieu du XIXe siècle, et la bibliothèque dont je vous ai parlé, qui était aussi médiévale, a été détruite à la fin du XIXe siècle, et le bâtiment des élèves que vous avez là, qui sont l'ancien collège de Navarre construit au XVIIIe siècle, a été rasé après la guerre de 14. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qu'on appelle le bâtiment Joffre, et il ne reste plus que la façade d'époque, mais il a été entièrement reconstruit. Alors, quand Dufour arrive dans cette école, j'ai mis ici une courbe qui vous montre les effectifs de l'école. En fait, ce sont les 2 années que j'ai montré, puisque ça dure 2 ans. Donc ça fait que vous avez des promotions, vous voyez, 144 élèves admis en 1807, donc à peu près 150 élèves par an. C'est variable suivant les années, c'est fonction des besoins, mais un nombre tout à fait important. Ces années qui sont les années de l'Empire, on recrute énormément de polytechniciens. On forme énormément d'ingénieurs. On forme énormément d'officiers des armes savantes. Vous le voyez qu'à partir de 1815, ici, c'est la chute. C'est la chute radicale, même l'école sera fermée en 1815. Il sera question de la supprimer, elle sera sauvée, mais on a bien pensé à un moment donné qu'elle serait supprimée, et ensuite les effectifs remonteront, mais il faudra attendre bien longtemps, la fin du XIXe siècle, après 1870 en fait, parce qu'on aura besoin de nouveaux militaires pour voir remonter le nombre des polytechniciens. Donc Dufour arrive à un moment où cette école, je dirais, connaît un développement tout à fait remarquable, et ce développement tout à fait remarquable, il est lié, comme je l'ai dit au départ, et j'y reviens, aux besoins de l'État et aux besoins de la guerre. Donc j'ai mis une reproduction d'un tableau, qui est un tableau de propagande de l'époque. Il est peint en 1808, donc au moment où Dufour fait sa scolarité à l'école polytechnique, et qui montre Napoléon haranguant le 2e corps de la Grande Armée sur le pont de Lech à Augsbourg, donc peint par un disciple de David. D'ailleurs, il y a des allusions au serment des Horaces de David. Ce tableau de propagande montre, enfin je l'ai pris, je l'ai sélectionné pour montrer le contexte. C'est évident que le contexte, c'est un contexte de guerre, et de guerre permanente, puisque la France impériale est en guerre permanente contre l'Europe. Maintenant, Genève est intégrée de gré ou de force dans l'Empire, et doit fournir, elle aussi, des conscrits, on l'a évoqué, mais aussi des officiers, des cadres, pour cette armée impériale, pour cette grande armée qui a des besoins énormes. Donc c'est la poule aux œufs d'or que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors entrons maintenant un peu plus précisément dans ces besoins. Qu'est-ce que fournit l'école polytechnique? Donc l'école polytechnique forme des spécialistes formés dans les sciences. Donc, vous le savez, pour ce qui concerne Dufour, c'est un officier du génie. L'école polytechnique forme les experts, forme des ingénieurs, mais ce n'est pas nécessairement des ingénieurs. Enfin, disons que si on prend le terme générique d'ingénieur de façon un petit peu vague, des spécialistes de type ingénieur, pour les services publics de l'État. Et en particulier pour les services publics militaires. Donc là j'ai mis une petite statistique qui montre, et je vais revenir sur cette question des services et évoquer un petit peu ce que c'est que l'école polytechnique depuis ses débuts. Mais vous voyez que j'ai mis là les 3 corps principaux, les 3 services publics principaux qui recrutent à l'école polytechnique. Vous en avez 2 militaires, vous en avez 1 civil. C'est donc l'artillerie, le génie, alors l'artillerie de terre, parce qu'il y a aussi l'artillerie de marine, mais l'artillerie, le génie et les ponts, plus exactement les ponts et chaussées. Il y a d'autres services publics qui recrutent, vous avez les officiers d'artillerie de marine, vous avez les ingénieurs du génie maritime, vous avez les ingénieurs des mines, vous avez les ingénieurs des ponts, vous en avez d'autres.
Mais ça, ce sont de très loin les principaux. Et qu'est-ce que vous voyez ici sur avec ces trois courbes? C'est tout à fait frappant. Ce sont les débouchés militaires qui sont de loin les plus importants et qui montent de façon tout à fait impressionnante pendant la période qui correspond au passage de Dufour. Donc le destin de Dufour, entré à l'école polytechnique ne sachant pas trop ce qu'il voulait faire, il n'avait pas, je pense, de vocation militaire bien claire, et finalement passant dans le génie et devenant un officier, c'est un destin qui n'a rien de particulier, c'est le destin de la plupart de ces jeunes gens qui sont rentrés à l'école, qui vont être amenés à faire une carrière, alors, comment dire, l'attrait des armes, le patriotisme, mais enfin, il y a ça aussi, puis aussi un peu pris au piège. On voit très bien plus tard où ces carrières militaires seront fuies par les élèves, et c'est un peu, quand on est mal classé, qu'on est obligé de faire ces... Mais là, c'est pas le cas, hein. Même les très bien classés vont dans le militaire, font des carrières militaires, c'est le cas du jour. Alors, ça m'amène à évoquer les tout débuts de l'école polytechnique, et la raison d'être même de cette école. C'est quand même une école exceptionnelle. C'est une école qui n'a pas d'équivalent alors en Europe. C'est une création tout à fait nouvelle. C'est une création de la Révolution française. C'est en 1794 que l'école polytechnique a été fondée. C'est donc au moment, c'est juste après la chute de Robespierre, mais en fait elle a été conçue dans la période juste antérieure. C'est donc au moment de la dictature du comité de salut public que l'école polytechnique, ou plus exactement, car c'est son premier nom, l'école centrale des travaux publics, a été créée, a été fondée. Quel est l'objectif de cette école? Le premier objectif, c'est de former les experts de la République. Et en particulier les experts militaires, parce que c'est la guerre, parce que c'est la situation de défense nationale, c'est le moment de mobilisation, et beaucoup des officiers, en particulier des officiers des armes savantes de l'ancienne armée, sont partis en émigration ou bien ont quitté l'armée, et donc il faut, les besoins sont considérables, former très rapidement et en grand nombre des jeunes gens pour servir l'artillerie, pour servir le génie essentiellement. Donc c'est dans cette perspective que l'école polytechnique a été créée. Donc elle a été créée dans l'urgence pour former disons, en très grand nombre pour l'époque, c'est-à-dire lorsque l'école est créée, c'est 300, c'est même 400 élèves qui sont recrutés d'un seul coup. Alors, il s'agit de lancer l'école d'un seul coup. Et les années suivantes, c'est, vous voyez, 100, 150 élèves qui sont recrutés chaque année. Bon, ça paraît bien peu aujourd'hui, 100, 150 élèves, mais c'est considérable par rapport à ce qui pouvait exister auparavant. Dans les écoles, puisqu'il existait, je vais y revenir, des écoles d'artillerie ou du génie, par exemple en France, mais il en existait aussi ailleurs, les recrutements étaient extrêmement réduits. C'était chaque année une dizaine, guère plus, hein, d'élèves qui étaient recrutés. Il y en avait un peu plus pour l'école des ponts et chaussées, parce que l'école des ponts et chaussées existait sous l'Ancien Régime, et formait non seulement les ingénieurs, mais formait beaucoup d'architectes, des gens comme ça qui passaient par là, qui passaient par l'école et qui n'allaient pas nécessairement dans le corps des ponts et chaussées. Mais pour ce qui concerne les officiers des armes savantes, le nom était très long. Donc là, on a vraiment une école qui a une taille tout à fait majeure, tout à fait impressionnante. C'est un des aspects, donc, nouveaux de cette école polytechnique. Mais ce n'est pas l'aspect le plus intéressant dans sa nouveauté. Donc, je voudrais maintenant vous montrer ces deux illustrations, ces deux personnages, dont les noms vous disent sans doute quelque chose. Donc, vous avez d'un côté Gaspard Monge, et vous avez de l'autre côté Pierre-Simon Laplace. Ce sont deux des plus importants scientifiques de l'époque, du début du XIXe siècle. Ils sont là en habit officiel de sénateurs de l'Empire. Ils ont tous deux obtenu, ils sont tous deux entrés dans la noblesse impériale. Ils sont comtes, l'un et l'autre. Ils occupent des fonctions officielles tout à fait considérables et ils traduisent, ils symbolisent quelque chose de tout à fait impressionnant, qui est l'alliance qu'il y a entre Napoléon
le régime napoléonien et les savants héritiers du XVIIIe siècle, je dirais, puisque Monge et Laplace ont une carrière qui est déjà importante sous l'Ancien Régime. Il y a cette alliance tout à fait majeure. Il ne faut pas oublier que Napoléon Bonaparte lui-même s'est fait élire à la première classe de l'Institut, il se dit mathématicien, et il se voit comme l'un parmi ses savants. Et ça m'amène, enfin je reviens sur l'école polytechnique, vous savez que Bonaparte, le jeune Bonaparte, a été un artilleur, il a été admis à l'école, dans une école militaire, puis donc il est passé dans le corps de l'artillerie. Je dirais que Napoléon, c'est plus qu'une boutade, ce que je dis, c'est vraiment la réalité. Napoléon Bonaparte, c'est une sorte de polytechnicien avant l'heure. Si l'école polytechnique avait existé lorsqu'il est entré dans l'artillerie, il aurait été polytechnicien. Donc, Napoléon Bonaparte a des liens très étroits, très intimes avec cette école. Mais j'ai choisi cette image aussi pour rappeler une chose tout à fait majeure, c'est que l'école polytechnique n'est pas simplement cette école militaire, devenue militaire, destinée à former les cadres techniques de l'État, et en particulier les officiers des armes savantes. C'est une école de sciences, c'est une école scientifique. Et c'est ça, bien sûr, plus encore que sa taille tout à fait remarquable pour l'époque, qui fait l'originalité, qui fait l'importance de cette école. Alors le fondateur, le véritable fondateur de cette école polytechnique, vous l'avez là à gauche, c'est Gaspard Monge. C'est Gaspard Monge, donc ici peint en habit d'apparat. Quelques remarques à propos de Gaspard Monge. Gaspard Monge, il est né, je n'ai pas mis sa date, mais il est né en 1749, je crois, je dis ça de mémoire, mais je crois que c'est en 1749 qu'il est né, en tout cas au milieu dans les années 1740. Il est né vers le milieu du XVIIIe siècle. Il va, lorsqu'il est encore tout jeune, c'est un hasard de la vie qui va diriger finalement tout le reste de sa carrière, il va aller dans une école qui vient d'être fondée, justement dans ces années-là, qui est l'école du génie fondée à Mézières. Cette école du génie fondée à Mézières est destinée à former les officiers du génie, donc, comme va devenir justement Dufour. C'est une école qui est toute petite, c'est pas du tout l'école polytechnique. C'est une école dans laquelle vous avez chaque année une poignée d'élèves qui sont recrutés. Mais si c'est une école polytechnique, c'est aussi, et c'est ça qui est important, une école d'un niveau absolument remarquable. D'abord, on y entre, si on est noble, uniquement si on est noble, c'est réservé aux enfants de la noblesse, mais on y entre aussi sur concours. Et sur un concours qui est difficile, qui est sélectif, et qui annonce celui qui va être, qui va permettre l'entrée à l'école polytechnique. Et quand on est dans cette école, on a une formation scientifique de haut niveau, et en particulier une formation fondée sur les mathématiques. Lorsque Gaspard Monge arrive à l'école du génie, il n'arrive pas du tout comme élève, c'est un enfant de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie. Il obtient une place à l'école du génie comme dessinateur, comme simple dessinateur. Et là, son génie va s'épanouir. Il découvre la bibliothèque de l'école du génie, il lit les ouvrages de sciences, il commence à résoudre des problèmes graphiques qui étaient typiques de l'art des fortifications, et puis à partir de là, il fait une œuvre géométrique tout à fait remarquable, qui fait qu'il est tout de suite repéré. Il va envoyer des mémoires à l'Académie des sciences, et il est repéré par les officiers qui dirigent l'école, et il devient professeur à l'école du génie. Donc il va faire toute une carrière de professeur à l'école du génie, et puis d'académicien avant la Révolution française, qui fait de lui un expert, en fait, de ces questions d'enseignement scientifique et technique. Et comme il est enthousiasmé par la Révolution, il faut savoir qu'il a été ministre de la Marine en 1792, juste après la chute de la monarchie, le premier homme de science à devenir un responsable politique. Il va être consulté
lorsqu'il s'agira de créer une école de type nouveau pour former dans l'urgence, comme je l'ai dit, des officiers pour la République. Il est en particulier, d'ailleurs, je le signale, consulté par un personnage qui a été son élève à l'école du génie et qui est devenu un homme politique majeur dans ces années justement au cœur de la Révolution, qui est Lazare Carnot. Le grand Lazare Carnot, qui est membre du comité de salut public, qui est un officier du génie, il est l'homme qui va demander à Monge d'élaborer ce projet d'école. Et donc Monge va élaborer une école, l'école de ses rêves. L'école de ses rêves, c'est-à-dire une école de sciences qui va ajouter à la vocation de l'école de former des officiers et des ingénieurs pour le service de l'État, une autre mission, qui est celle de former des hommes de science, de contribuer au progrès des sciences dans l'esprit de l'univers. Et donc on a cette école polytechnique, vous voyez, tout à fait remarquable, qui est à la fois une école pour former des administrateurs, ce que j'ai appelé dans mon livre des technocrates, mais aussi une école qui est une école qui a finalement une sorte de statut d'université scientifique. Voilà donc l'école dans laquelle entre Dufour. C'est une école donc, qui a gardé ses deux vocations, certes elle est devenue militaire. Moi j'étais très opposé à ce qu'elle devienne militaire, mais il était très proche de Bonaparte, parce qu'il avait connu Bonaparte en Italie, il était avec lui en Égypte, il était quasiment son ami. Il a essayé de convaincre Bonaparte, Napoléon, de ne pas militariser l'école, mais Napoléon n'a rien voulu entendre. C'est lui, personnellement, qui a voulu que l'école polytechnique devienne une école militaire, et donc ça conduit à ce déménagement et à ce casernement. Le second personnage que j'ai montré ici, c'est Laplace. Alors Laplace, c'est un grand savant, grand astronome, grand mathématicien, mais aussi toute une carrière sous l'Ancien Régime, collaborateur de Lavoisier, etc. Examinateur d'admission. Il a été l'examinateur de Bonaparte lorsque Bonaparte a passé l'examen d'admission pour devenir officier d'artillerie, ce qui fait que si Monge est l'ami de Bonaparte, Laplace, c'est un peu son professeur, à tel point que lorsqu'il fera son coup d'État le 18 Brumaire, il nommera Laplace ministre de l'Intérieur, et Laplace sera ensuite chancelier du Sénat, enfin, très beau personnage de l'État napoléonien. Et Laplace n'est pas professeur à l'école polytechnique, il a été longtemps d'ailleurs, il ne s'entend pas bien avec Monge. Lui, c'est d'ailleurs, il y a aussi une opposition presque scientifique, l'un c'est l'analyste, l'autre c'est le géomètre. Laplace, certes, n'a pas été très favorable au début à l'existence de cette école, mais il s'est rallié, et donc il est membre du conseil de perfectionnement, et il est celui, en fait, dans ces années-là, qui va être le plus actif pour tirer de l'école des futurs scientifiques, des savants. Donc il y a toute une génération de jeunes scientifiques qui vont être formés à l'école polytechnique, comme Arago, comme Fresnel, comme Malthus et d'autres, qui sont en fait repérés par Laplace et qui vont être dirigés par Laplace vers les études de physique. Et tous ces gens-là vont contribuer de façon majeure au développement de la physique expérimentale et mathématique dans ces premières années du XIXe siècle. Alors, scolarité de Dufour à l'école polytechnique. Donc il va suivre un enseignement, comme je l'ai dit, de très haut niveau. Alors, j'ai repéré, enfin j'ai repris, examiné, j'ai un peu revu les choses, qui avaient été les professeurs de Dufour. Il y a un corps enseignant assez abondant à l'école polytechnique. C'est une de ses caractéristiques. Beaucoup d'anciens savants, justement, de l'Ancien Régime se sont recyclés et sont devenus professeurs à l'école polytechnique. Des gens comme Lagrange, des gens comme Monge qu'on a évoqué, d'autres encore. C'est une nouvelle génération aussi qui est arrivée, et parmi donc ces professeurs, vous avez ceux qui enseignent les mathématiques. Voilà. À l'école polytechnique, la discipline essentielle, la matière essentielle, ce sont les mathématiques. Ce sont des mathématiques qui servent à sélectionner les candidats donc, au concours d'admission, qui portent essentiellement sur les mathématiques, et à l'intérieur même de l'école, ce sont les mathématiques qui constituent les enseignements principaux. Les enseignements qui occupent le plus de temps, qui exigent le plus de travail, sur lesquels sont jugés les élèves.
car ils sont aussi jugés, j'y reviendrai, et ils sont classés. Alors, dans ces mathématiques, il y a, disons, deux aspects. Je l'ai évoqué très vite à propos de Monge et de Laplace. C'est tout à fait net. L'enseignement, je n'ai pas le temps d'écrire, de vous raconter comment les choses se sont faites, mais au moment où Dufour arrive à l'école, c'est tout à fait net, c'est tout à fait constitué. Vous avez deux grands enseignements de mathématiques. Le premier type d'enseignement, c'est l'analyse. C'est le calcul différentiel et intégral. C'est l'algèbre supérieure. C'est un domaine d'enseignement qui était très peu développé, en fait, avant le 19e siècle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de grands mathématiciens qui avaient, depuis Leibniz et Newton, développé l'analyse, mais ce n'était très peu enseigné, en fait. C'était très peu enseigné à travers des manuels, à travers des cours, à travers des programmes. C'est l'école polytechnique qui, réellement, va inventer un enseignement d'analyse, je dirais, normalisé, régularisé. Et un homme va jouer un rôle tout à fait majeur dans cette normalisation de l'enseignement de l'analyse, c'est Sylvestre François Lacroix, qui a été professeur de Dufour. Donc Lacroix n'est pas un très grand mathématicien. C'est un disciple de Monge et de Laplace. Mais c'est un excellent pédagogue. Et ça va être un grand auteur de manuels et de traités. Il va écrire des manuels et des traités qui vont être utilisés non seulement en France, mais dans l'Europe entière, parce qu'ils vont être traduits dans pratiquement toute la première moitié du XIXe siècle, voire même au-delà. Il y a eu encore même des éditions après 1850, vers les années 1870. Et parmi ces ouvrages, vous avez le traité élémentaire de calcul différentiel et intégral. Alors, vous voyez, précédé de réflexion sur la manière d'enseigner les mathématiques et d'apprécier dans les examens le savoir de ceux qui les ont étudiés. Et vous voyez que l'imprimerie, dans celui-là, on ne le voit pas nettement, mais en réalité, je peux vous le dire, ce traité élémentaire, c'est en réalité le produit de l'enseignement de Lacroix à l'école polytechnique. Il suit étroitement ce traité, et les autres professeurs aussi d'ailleurs. Pendant encore, ce sera un manuel de référence, il sera traduit en anglais, il sera traduit en allemand, il sera très utilisé un peu partout, et il donnera un premier standard pour l'enseignement de l'analyse et du calcul différentiel et intégral. Donc, donc Dufour va être formé vraiment dans les mathématiques d'analyse, de l'analyse, vous voyez, à un très haut niveau, je dirais par le meilleur professeur. Alors, l'autre branche de l'enseignement des mathématiques, très important aussi à l'école polytechnique, c'est la géométrie. La géométrie, au XVIIIe siècle, n'était plus de mode. Et c'est Monge qui va être le rénovateur des études en géométrie. Il va être le rénovateur des études en géométrie par l'enseignement qu'il donne à l'école du génie de Mézières, lorsqu'il est jeune encore, mais aussi l'enseignement qu'il va donner à l'école polytechnique, car quand l'école polytechnique a créé en 1794, bien sûr, il enseigne. On ne se contente pas d'élaborer les programmes. Il va enseigner. Et il va enseigner une géométrie, qui est une géométrie nouvelle, très intéressante, qui est une géométrie qui a plusieurs caractéristiques. D'une part, c'est une géométrie dans l'espace. C'est une géométrie qui est une géométrie des surfaces, des lignes et des surfaces. Et c'est une géométrie qui est associée étroitement à l'usage, à l'utilisation pour le métier d'ingénieur, c'est-à-dire en fait à l'utilisation pour le dessin graphique, pour tout ce qui concerne les représentations, aussi bien en architecture, en fortification, dans l'industrie, etc. Et il va écrire un bouquin qui est en fait le résultat de ses cours, qui est la géométrie descriptive de Gaspard Monge, qui va avoir un succès énorme, là encore, qui va être traduit aussi dans toutes les langues, qui va être l'ouvrage de référence. Vous voyez, Gaspard Monge, de l'Institut des sciences et des lettres et arts, de l'école polytechnique, membre du Sénat conservateur, etc. C'est une nouvelle édition, publiée, vous voyez, chez Klosterman, libraire de l'école impériale polytechnique. Vous avez ici la nouvelle édition, mais il y en a eu déjà toute une série depuis la création de l'école polytechnique. Cette nouvelle édition, elle est intéressante pour nous parce que vous voyez qu'elle est dotée d'un supplément
écrit par un certain Hachette. Vous avez ici le portrait de Hachette. Donc Hachette, c'est un disciple de Monge, chez son protégé. Hein. Il l'a connu à Mézières. Et il était né dans les environs de Mézières, il était sorti de rien du tout. Il l'a formé. Hachette, ça va être le fidèle disciple de Monge. Il va enseigner, donc il va être l'adjoint de Monge. Et comme à Monge, il a des fonctions officielles, il part en Égypte, etc., Hachette va le remplacer. Donc lorsque Dufour va entrer à l'école polytechnique, en réalité, c'est pas Monge qui va avoir comme professeur, c'est Hachette. C'est Hachette qui est un professeur dynamique, talentueux, c'est pas un grand mathématicien, mais c'est un professeur talentueux, et il a aussi, parmi ses qualités, le souci de faire travailler les élèves, de repérer les meilleurs élèves et de les initier à la recherche mathématique. Vous avez là, c'est presque un premier exemple, justement, d'un enseignement qui associe la pédagogie à la recherche. Et il crée un petit journal qui s'appelle La correspondance sur l'école impériale polytechnique à l'usage des élèves de cette école, donc tout à fait remarquable, qui va exister entre 1804, je crois, et 1815, et puis qui disparaîtra. Un journal absolument remarquable, parce que dans ce journal, vous avez des articles écrits par les professeurs, Monge, Hachette et d'autres vont écrire des articles, mais surtout vous avez des problèmes qui sont posés aux élèves et qui sont résolus par les élèves. Et toute une série de jeunes mathématiciens très talentueux du début du XIXe siècle vont faire leurs premières armes, les Cauchy, les Poncelet et d'autres, vont faire leurs premières armes à la correspondance sur l'école impériale polytechnique. Dufour aurait pu écrire dans cette correspondance, il ne l'a pas fait, il n'a rien produit, malheureusement, mais la correspondance sur l'école polytechnique, il l'a certainement lue, et il a eu des camarades qui... il a été dans cette ambiance. Il a été dans cette ambiance où on ne se contentait pas de, de bacheter, de travailler pour les examens, j'y reviendrai, c'était évidemment tout à fait important pour être bien classé, c'est de là dépendait la carrière que vous faisiez, mais il y avait un véritable enthousiasme extraordinaire, en particulier pour les mathématiques, qui était la discipline centrale. Alors, je reviens très vite, mais je vois que le temps passe, et je ne veux pas non plus trop accaparer votre attention, mais Gaspard Monge, dans l'enseignement que j'évoquais de la géométrie, il y a un aspect aussi extrêmement intéressant, je me dis, pour ceux qui s'intéressent un peu aux mathématiques, il y en a peut-être un certain nombre parmi vous, qui est l'articulation entre l'analyse et la géométrie. Les mémoires scientifiques que Monge a produits, qui l'ont fait connaître avant la Révolution, sont justement... Enfin, la chose extraordinaire, c'est qu'il associe l'analyse, comme on le faisait avec Euler, tout ça, au XVIIIe siècle, c'est-à-dire vraiment une analyse avec des formules, il l'associe à l'intuition géométrique. Et il fait une sorte de mixture, de mélange, d'association tout à fait originale entre les approches purement analytiques et les raisonnements qui sont des raisonnements géométriques. Et il produit donc un cours qui va être publié finalement en 1805, je crois que c'est en 1805 qu'il y a la première édition, enfin, auparavant c'était sous forme de feuilles, mais enfin ça va devenir, c'est ce qu'on appelle l'application de l'analyse à la géométrie, ça va devenir un grand classique qui va être lu tout au long du XIXe siècle à l'usage de l'école impériale polytechnique par M. Monge, membre de l'Institut. Donc l'analyse appliquée à la géométrie, donc Monge est le professeur en titre, mais en fait c'est Hachette qui va faire le cours. C'est un aspect aussi majeur de l'enseignement qu'on peut recevoir à l'époque à l'école. Donc à l'école polytechnique, vous voyez, vous recevez une formation en mathématiques qu'on ne trouve absolument nulle part en Europe, dans lequel se trouve associée la maîtrise de l'outil analytique à un niveau élevé, avec le raisonnement géométrique, avec non seulement le raisonnement, mais l'intuition géométrique, parce que on pratique, peut-être je vais vous montrer très vite, voilà, on pratique beaucoup dans la géométrie descriptive le dessin graphique. On représente, sous forme de ce qu'on appelle une épure, des objets
géométrique. Là, c'est plus simple, hein, c'est une droite qu'on représente par une double projection, donc une droite dans l'espace, mais on peut représenter des objets beaucoup plus complexes. Je crois que j'en ai d'ailleurs ici. Vous voyez, c'est un cône. Hein, donc vous avez la projection sur un plan vertical, vous avez sa projection sur la projection sur un plan vertical, vous l'avez là. Vous voyez, c'est un cône et un plan, en fait. Et c'est l'intersection, ce que veut représenter cette épure, c'est l'intersection du plan et du cône. Donc le cône, vous l'avez là en projection sur le plan vertical, ça c'est le plan vertical, mais qui a été rabattu sur la feuille. Et puis ça c'est le plan horizontal, et là vous avez bien sûr la trace du cône sur le plan horizontal. Et puis là vous avez un plan dans l'espace qui, ici, c'est l'intersection de ce plan, la trace de ce plan avec le plan vertical. C'est ici, vous voyez, ça, c'est la trace. Le plan coupe le plan vertical, vous voyez, par cette droite. Et ici, c'est le même plan, c'est la trace, c'est-à-dire l'intersection du même plan avec le plan horizontal. Donc ça représente, vous voyez, un plan. Et ça représente un cône. Et l'objet du problème, c'est de représenter l'intersection de ce plan et de ce cône. Donc c'est ici, bien sûr, l'intersection. Et donc, par une construction graphique que je ne vais pas détailler, vous avez ici la projection sur le plan horizontal de l'intersection du plan et du cône. Et ici, vous avez sur un plan qui est déplacé comme ça, qu'on tourne. Vous voyez, c'est le plan qui est ici, en fait, c'est ce plan-là, puis on rabat, on fait une rotation, et vous l'avez ici représenté, l'intersection, en fait, du cône et du plan. Donc c'est ce genre de choses que faisaient les élèves. Ils passaient des heures, en fait, à faire ça, et il se formait une intuition géométrique extrêmement puissante. Ce sont des gens qui ensuite vont inventer toute la géométrie du départ. Vont lancer, je dirais, parce que là on s'est bien après, mais vont lancer toute la géométrie du 19e siècle, ce qu'on appelait la géométrie projective. En particulier, d'ailleurs, un camarade du Dufour, qui est entré lui aussi en 1807, qui s'appelle Jean-Victor Poncelet, qui lui vient de Metz, comme donc de province lui aussi, et non comme Dufour de Genève, puisqu'à l'époque Genève c'était partie de la province de l'Empire, et qui va écrire un traité des propriétés projectives des figures en 1822. J'ai vu qu'il était ce livre dans la bibliothèque de Dufour, donc Dufour a sans doute regardé, peut-être lu l'ouvrage de son camarade, et donc tout ça, ça vient de là, ça vient de cette formation. Alors, à l'école polytechnique, on ne fait pas que des mathématiques, même si les mathématiques dominent. Le mot même de polytechnique rappelle, vous voyez, cet aspect général, multidisciplinaire, pour employer un terme un petit peu anachronique, mais qui permet de comprendre ce que je veux dire. Donc, il y a les mathématiques qui dominent, mais il y a d'autres enseignements. Lorsque Monge a créé l'école, il était remarqué, Monge, comme Laplace, comme tous les gens de sa génération, par Lavoisier, le fondateur de la nouvelle chimie. Et donc, dans la nouvelle école, il avait voulu donner une place très importante à la chimie. Et donc, à côté des mathématiques, à l'école centrale des travaux publics, la première place est occupée par la chimie. La chimie a continué à être enseignée, mais a perdu beaucoup de son importance. C'est vrai que la chimie est moins nécessaire pour les ingénieurs militaires. Mais on fait de la chimie, on fait de la physique. Et puis, dans la même veine que ce que je viens de vous dire à propos de la géométrie, on travaille tout ce qui concerne les outils graphiques. Car l'instrument de l'ingénieur au XIXe siècle, c'est le dessin. Comme ça l'était d'ailleurs au XVIIIe siècle, ça reste le dessin. Donc il faut savoir dessiner, il faut savoir calculer, c'est vrai, mais il faut savoir dessiner, c'est ce qui est le plus important. Et donc, je crois savoir que Dufour savait dessiner. Donc, parmi les enseignements importants, il y avait un cours d'architecture. Le cours de Jean-Nicolas Louis Durand est oublié, mais les spécialistes de l'architecture le connaissent. Il va développer une méthode d'architecture, d'enseignement de l'architecture, fondée sur l'utilisation systématique de structures modulaires.
Et donc, à partir d'unités modulaires, il s'agit de composer des formes et finalement des ouvrages, des bâtiments. Alors évidemment, toujours les élèves, quand ils ont à préparer des projets en architecture, c'est toujours des bâtiments publics, c'est toujours des casernes, c'est toujours des bâtiments de ce genre. Mais l'influence de Durand sera considérable pour tout l'enseignement de l'architecture au XIXe siècle. Il sera repris ensuite aux Beaux-Arts. Et donc, là encore, Dufour a eu Durand comme professeur. Et puis, il a, appris aussi tout simplement le dessin. Le dessin d'art, le dessin de la figure. Il y avait des maîtres de dessin à l'école polytechnique. Et parmi les maîtres de dessin, le principal, le plus important, au moment où Dufour est élève, c'est un certain Léonard Mérimée. C'est le père de cet écrivain que vous connaissez sans doute, Prosper Mérimée. C'est aussi l'oncle d'un camarade de promotion de Dufour qui s'appelle Léonard Fresnel, Léonard comme lui, Léonard Mérimée, frère lui-même d'un des plus grands physiciens de la première moitié du XIXe siècle, aussi polytechnicien, qui s'appelle Augustin Fresnel, le créateur de l'optique ondulatoire. Et Dufour a été l'ami des deux frères Fresnel. Et il a très bien connu Léonard Mérimée, qui s'intéressait d'ailleurs non seulement au dessin, mais aussi à la chimie des couleurs, et qui a certainement beaucoup marqué les générations de polytechniciens qui sont passés entre ses mains. Et donc c'est aussi à travers l'enseignement de Mérimée que Dufour a appris les bases, les fondements de l'art de l'ingénieur, y compris dans cette dimension presque esthétique. Alors, arrive la sortie, ça dure 2 ans. Donc, pendant 2 ans, Dufour a suivi cet enseignement intensif. Un enseignement intensif, vous avez vu Dufour, en arrivant en 1807, il ne savait pas grand-chose. Et il avait été reçu, parce que c'était un garçon intelligent, parce que, au moment, dans ces années-là, c'était l'instruction qui était donnée aux examinateurs, essayer de repérer les intelligences. Hein. Plus le siècle avancera, plus la concurrence sera grande, plus on pachotera, plus on exigera des candidats, des connaissances de plus en plus importantes. Et je pense qu'un destin comme celui-là n'aurait probablement pas été possible au milieu du XIXe siècle. Mais donc Dufour, en 2 années, il va avoir tout ce bagage. Il va travailler, il le dit lui-même, hein, il évoque dans le mémoire là, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, il s'est donné totalement. Et il n'est pas le seul. Là. Il y avait une ambiance de travail tout à fait impressionnante à l'école, avec cette passion que j'ai évoquée, mais aussi, bien sûr, des intérêts. Car ce passage à l'école, c'était quand même ce qui déterminait la suite de la carrière. Pourquoi? Parce que quand vous entriez à l'école, vous aviez un examen, qui était l'examen d'admission, et vous étiez sélectionné en fonction du classement, mais une fois que vous êtes à l'école, ça n'est pas terminé, car vous êtes constamment examiné, classé pour passer de la première année à la 2e année, je crois que c'est marqué dans le registre matricule, et surtout dans le matricule de Dufour, qu'on a vu au début, mais surtout, quand vous sortez, vous avez un examen, qui est l'examen de sortie, dans lequel est pris en compte le contrôle continu, ce qui a été fait à l'école, mais vous passez surtout devant l'examinateur de sortie. Et vous êtes classé par un jury d'admission dans les services publics, je vais y venir, et donc voilà ce que j'ai trouvé pour ce qui concerne Dufour, le 30 septembre 1809, le jury d'admission dans les services publics composé du gouverneur de l'école, des examinateurs permanents, donc Lejean et Lacroix entre-temps venait de devenir examinateur, et des examinateurs temporaires, Vauquelin c'est un chimiste, et Malus c'est un physicien, ont classé Dufour 5e sur 141 dans la liste générale,
et 3e sur la liste du génie militaire. Donc, on voit, premièrement, la progression tout à fait remarquable de Dufour. Donc, vous voyez que Dufour n'est pas un simple, comment dire, polytechnicien parmi les autres. Il a véritablement été l'un des meilleurs et il a une trajectoire tout à fait exceptionnelle par les progrès qu'il a fait, par la différence qu'il peut y avoir entre son classement à l'admission et son classement à la sortie. Ce qui est intéressant alors de voir, c'est que donc nous sommes à ce moment en 1809. Depuis quelques années, c'est tout récent, on a décidé de faire un classement général, c'est comme ça qu'on appelle, un classement général de sortie. Donc tous les élèves sont classés, ce n'est pas prévu comme ça au départ, tous les élèves sont classés numéro 2. Ça existe quasiment encore aujourd'hui, enfin c'est en train de changer de côté technique, mais jusqu'il y a très peu de temps, ça existait encore. Et en principe, ce classement est très important, parce que en principe, vous entrez dans un service public de votre choix en fonction de votre classement. Si vous voulez entrer dans le service que vous désirez, vous avez intérêt à être bien classé, parce que sinon, vous risquez de ne plus avoir que les miettes, que ce qui reste. Ça va être le drame de beaucoup de polytechniciens au XIXe siècle, qui feront des carrières, en particulier militaires, pour lesquelles ils n'ont aucune vocation. Mais c'est le classement de sortie qui détermine. Et donc, Dufour 5e, évidemment, pour lui, c'est assez facile. Il aurait pu entrer, compte tenu de ce classement, je le signale, je ne sais pas ce que ceux qui connaissent Dufour peuvent en penser, mais compte tenu de son classement, il aurait pu entrer dans un corps civil. Il aurait pu entrer dans le corps des ponts et chaussées. Il a choisi une carrière militaire. Il a choisi la carrière militaire la plus prestigieuse à l'époque, en tout cas en termes de prestige scientifique, c'est-à-dire le génie militaire. Le génie militaire, c'était justement le souvenir de l'école de Mézières, de Monge, etc. Donc c'était prestigieux. Poncelet, que j'ai évoqué tout à l'heure, son camarade, qui sera le fondateur de la géométrie projective, grand mathématicien de la première moitié du Xe siècle, fera aussi le génie militaire comme Dufour. Et donc, il est admis dans le génie militaire. Donc ça nous rappelle ce qu'était la vocation véritable de l'école polytechnique. Il s'agissait de former les cadres de l'État, et en particulier les officiers des armes savantes. Dufour entre dans ce moule, je dirais, très naturellement. Et il est un de ces jeunes. Alors, ces polytechniciens, ils sont, avant de terminer, le profil, très clairement, ce sont des patriotes. Ce sont des gens qui, et ça restera longtemps à l'école polytechnique, sont des héritiers de la Révolution, sont des héritiers de Lumière. Monge est leur, comment dire, leur patron. La personnalité de Monge vraiment va marquer toutes ces générations. Ce sont des patriotes. Dufour, probablement, je ne sais pas, c'est peut-être des spécialistes qui pourront le dire, peut-être a-t-il été un moment un patriote de l'Empire français avant de devenir un patriote suisse. Mais cet aspect patriotique est tout à fait important et on le trouve dans la plupart de ces polytechniciens et probablement chez eux aussi. Alors, admis dans le corps du génie militaire, il doit terminer sa formation. Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas dit au début. L'école polytechnique n'est elle-même qu'une étape dans le cursus. Vous avez la première étape qui est la préparation. Dufour l'a quasiment sauté. Il a réussi en faisant une préparation qui n'était quand même pas une préparation standard à entrer à l'école polytechnique. Ensuite, vous avez ces 2 ans de travail intensif, mais où on est formé à des savoirs assez généraux. Et après la sortie, vous entrez dans les services publics et vous recevez une formation spécialisée, propre à chaque service, qui possède des écoles de services publics, c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque, qui donnent une formation complémentaire. Donc il existe une école des mines, il existe une école des ponts et chaussées. Ces écoles, d'ailleurs, pour la plupart, existaient déjà avant la Révolution. Elles ont été recyclées. C'est des vieilles écoles
d'avant la Révolution qui ont été recyclées sous forme d'écoles d'application. C'est comme ça qu'on les appelle, applications de service public. Et donc, une des plus importantes, la plus importante en réalité à l'époque, c'est celle qui accueille les futurs officiers d'artillerie et les futurs officiers du génie. Elle se trouve à Metz. Elle a été créée en 1802 par la fusion de l'ancienne école d'artillerie et de l'ancienne école du génie. Elle récupère la tradition du génie qui était à Mézières. L'école était à Mézières, elle a été déplacée à Metz. Et donc, elle se trouve installée dans un bâtiment, comme on a vu le collège de Navarre, occupé par l'école polytechnique. C'est un bâtiment aussi laissé libre par la Révolution. C'est une abbaye, l'abbaye Saint-Arnaud, qui va servir l'école de l'artillerie et du génie de Metz. Donc cette école d'artillerie et du génie de Metz, où Dufour va terminer sa formation, restera donc jusqu'à la perte de Metz, qui passera, comme vous le savez, dans l'Empire allemand, en 1871. La formation de... Alors, cette école d'artillerie du génie, c'était la plus importante école d'application. Elle a connu un grand développement, mais nous sommes en 1809 quand Dufour entre dans cette école. C'est une école encore toute récente, qui essuie les plâtres, qui fonctionne fort mal. Et puis surtout, nous sommes au moment, 1809, où le cycle des guerres, tout ce qui se passe en Espagne, etc., fait que les besoins sont toujours plus grands. Et donc, les formations sont accélérées. Et finalement, comme beaucoup d'autres, Dufour n'aura qu'une formation très brève, un passage très bref à l'école d'application de l'artillerie du génie de Metz, et il partira très vite en service, donc il partira pour je crois, il fera, enfin, vous connaissez mieux, sa carrière, qui se terminera, comme beaucoup de ces jeunes officiers de l'armée impériale, en 1815. Voilà, je vous remercie. Et...